Bonjour. Alors, on recommence donc l'enregistrement du cours de physiopathologie. La dernière fois, on avait vu donc l'autophagie et on continue avec l'apoptose. On a vu la première partie de l'apoptose la dernière fois, on a vu l'apoptose physiologique. Alors, on entame aujourd'hui l'apoptose pathologique. Alors, malheureusement, l'apoptose n'est pas toujours bénéfique pour l'organisme. Il peut être la cause de beaucoup de maladies graves. Cette diapositive, nous montre trois situations. Alors, où l'apoptose est normale, comme on a vu la dernière fois. Donc ici, on a la prolifération et l'apoptose sont en équilibre, donc c'est l'homéostasie cellulaire. Alors, deuxième cas, on a donc un défaut de l'apoptose et on observe une accumulation des cellules, c'est ce qui se passe dans le cas des cancers. Et enfin, la troisième situation où on a un excès de l'apoptose, ou bien sûr, là aussi, il y a un déséquilibre. Donc, il y a peu de cellules qui restent vivantes et l'apoptose l'emporte. Là aussi, il peut être l'origine de pas mal de maladies, comme on va voir tout à l'heure, notamment les maladies neurodégénératives. Alors, diapositive suivante. Alors, ici, on voit, donc, cette diapositive nous montre les différentes pathologies associées à une inhibition ou une activation de l'apoptose. Alors, à gauche, où on a inhibition de l'apoptose, comme on a dit tout à l'heure, qui dit inhibition de l'apoptose, dit ouverture de la voie vers l'accélération de la multiplication et de la prolifération cellulaire, ce qui peut être à l'origine d'un certain nombre de cancers. Donc, on assiste à une accumulation des cellules et à une résistance aux thérapies et à la surveillance du système. Donc, on assiste aussi à une surveillance défectueuse du système immunitaire qui caractérise généralement les cancers. C'est le cas par exemple des lymphomes, les lymphomes folliculaires, les carcinomes, notamment les tumeurs hormonodépendantes, comme les tumeurs de sein, de l'ovaire, de la prostate. Puis, comme on a vu la dernière fois, lorsque l'apoptose est inhibée, ça peut aboutir ou ça peut donner un certain nombre de maladies auto-immunes. C'est ce qui se passe, comme on a vu la dernière fois, dans le cas de la non-élimination des lymphocytes autoréactifs. On avait dit que 95% de la production journalière des lymphocytes B et T est éliminée, il ne reste que 5%. Et cette élimination de 95% de la production des lymphocytes T et B est due surtout au fait que ces cellules sont autoréactives, donc ils sont éliminés pour ne pas donner des maladies auto-immunes. Donc, inhibition lorsqu'il y a une inhibition de l'apoptose, dans ce cas-là, on laisse ces lymphocytes autoréactifs vivre et ils seront responsables de maladies auto-immunes. Alors, troisième cas, c'est le cas des infections virales. Là aussi, toute la non-élimination des cellules infectées va entraîner la propagation de la maladie. C'est ce qu'on trouve dans le cas des virus de l'herpès et des adénovirus. Pardon. Alors maintenant, le cas où il y a une activation excessive de l'apoptose. Là aussi, ça peut être donc responsable d'un certain nombre de maladies, notamment le cas du sida, où on a une déplétion des lymphocytes T causée par le virus. On assiste donc à une mort excessive des lymphocytes T, ce qui fait que l'organisme reste désarmé face aux agressions extérieures, ce qui cause des maladies. Donc, les virus ou les bactéries les plus banales peuvent causer des maladies, peuvent causer la mort lorsque des lymphocytes T donc, ont été éliminés par ce virus. Puis,
comme on a vu, les maladies neurodégénératives. Donc, dans ce cas, il y a donc une mort excessive de certaines cellules, notamment dans le cas de l'Alzheimer, où on assiste à une perte des neurones cholinergiques. Le cas de Parkinson, où on assiste là aussi à une perte des neurones dopaminergiques. Et dans le cas de la sclérose amyotrophique latérale, qu'on appelle aussi la maladie de Charcot, là, c'est une maladie auto-immune. On assiste à la disparition de motoneurones centraux, puis au fur et à mesure de la progression de la maladie, on assiste à la progression des motoneurones périphériques et à une paralysie, finalement à une paralysie totale, même des muscles respiratoires, ce qui conduit donc à la mort. Une activation de l'apoptose peut causer aussi des maladies auto-immunes et qui correspond à la mort excessive dans des cellules dans certains organes spécifiques. Et enfin, les lésions ischémiques. Là aussi, on assiste donc à une mort excessive des cellules dans le cas de l'infarctus du myocarde et des attaques cérébrales suite à des ischémies, c'est-à-dire à l'arrêt de la circulation au niveau du cerveau. Alors, ces pathologies sont souvent associées à des mutations de gènes codant des facteurs directement ou indirectement impliqués dans l'initiation, la modulation ou l'exécution de l'apoptose. Quelles sont les caractéristiques des cellules apoptotiques? L'apoptose est une mort donc cellulaire sélective. Il n'y a que les cellules qui doivent disparaître qui entrent en apoptose. Et elle est contrôlée par diverses étapes qui sont ordonnées. Alors, la première étape consiste en la perte du contact. Donc, la cellule qui entre en apoptose va perdre le contact avec les cellules voisines. Donc, elle perd perte de contact. S'ensuit donc une condensation, comme on voit, du cytoplasme et de la chromatine. On voit très bien ici que la chromatine se condense et rétrécissement aux condensations du cytoplasme, accompagné par une diminution du volume cellulaire et bourgeonnement, comme on voit sur le schéma, bourgeonnement donc de la membrane plasmique, puis fragmentation de la cellule en vésicules qu'on appelle des vésicules apoptotiques ou des corps apoptotiques. Donc, perte de contact, condensation du cytoplasme et de la chromatine, et on assiste par la suite à une diminution du volume cellulaire, bourgeonnement de la membrane plasmique et à la fragmentation en vésicules donc de la cellule pour donner des corps apoptotiques. Après, des modifications se produisent au niveau nucléaire. C'est-à-dire, on assiste à un clivage d'ADN en fragments réguliers de l'ordre de 180 paires de bases. Ensuite, par la suite, il y a une modification de la membrane, membranaire, où on assiste à une translocation, c'est-à-dire un transfert d'une protéine appelée la phosphatidylsérine sur la surface externe. Donc, ces phosphatidylsérines se trouvent normalement sur la face interne. Lorsque la cellule entre en apoptose, il y a transfert de ces molécules qui sont la phosphatidylsérine, leur transfert de la membrane interne vers la membrane externe et le rendant ainsi reconnaissable par les phagocytes comme étant des corps étrangers et de s'y attaquer à ces corps apoptotiques. Donc voilà ici, on a normalement au niveau d'une cellule normale, on a les protéines de la phosphatidylsérine qui se trouvent sur la face interne. Après, donc suite à un stress, une décision de l'apoptose, on voit un déplacement de ces phosphatidylsérines depuis la face interne jusqu'à la face externe,
ce qui les rend reconnaissables par les macrophages, par les cellules immunitaires qui vont les phagocyter et qui vont les digérer par la suite. Donc, les constituants cellulaires sont dégradés à l'intérieur des macrophages, comme on voit sur ce schéma-là. Donc, pas de rupture de la membrane cytoplasmique. Donc, la membrane cytoplasmique reste donc intacte. Pas de réaction inflammatoire, puisque les vésicules qui sont issues des cellules ne libèrent pas leur contenu. Donc la membrane cytoplasmique reste intacte, il est donc phagocyté par un macrophage et par la suite il sera digéré et il ne reste aucune trace, donc pas d'inflammation. Alors ici, on a le résultat d'une électrophorèse sur un gel. On a mis un extrait d'ADN donc un extrait d'ADN non fragmenté issu d'un extrait d'ADN des cellules en apoptose. Donc ici, on a le résultat d'une électrophorèse sur un gel où on a mis un extrait d'ADN de cellules normales, donc ADN non fragmenté, et un extrait d'ADN issu des cellules en apoptose. Donc ici, on a l'extrait de cellules non fragmentées et là, sur ces trois pistes à gauche, on a les extraits de cellules qui sont en apoptose. Et à droite ici, on a l'étalon, c'est-à-dire on a un certain nombre de molécules dont le poids moléculaire est connu. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les constituants pour les cellules normales, on origine une seule bande, une grosse bande à ce niveau-là. En revanche, pour les cellules en apoptose, on voit plusieurs bandes qui correspondent bien sûr à la fragmentation, comme on a dit tout à l'heure, de l'ADN et l'apparition de plusieurs bandes qui se manifestent ici lors de l'électrophorèse. Alors, en bas à droite, on voit ici l'étape finale de l'apoptose. On voit un macrophage, ici à droite, en train de phagocyter une cellule apoptotique. On voit un grand nombre de petits corps qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, des corps apoptotiques qui sont facilement phagocytés par les macrophages. Et au final, tous ces corps apoptotiques seront phagocytés et il ne reste aucune trace. Ils sont reconnus, comme on a dit tout à l'heure, par le transfert des molécules de la phosphatidylsérine vers la face externe de ces corps apoptotiques, les rendant reconnaissables par les macrophages qui vont les digérer et il ne reste aucune trace. Dans cette dia, donc, on voit des cellules normales et des cellules en apoptose marquées par une technique de Hocht, ce qu'on qualifie de technique de DAPI. C'est une technique simple, rapide, utilisée pour le dosage de l'ADN. Alors, à gauche, pardon, on a donc des cellules normales, hein, et à droite, on a la coloration de ces cellules apoptotiques par cette technique, la technique de DAPI. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les cellules normales, on a une coloration diffuse de l'ADN, ce qui montre que l'ADN n'est pas fragmenté, il est intact. En revanche, à droite, on voit donc une coloration intense au niveau de plusieurs fragments à l'intérieur de la cellule, ce qui montre que l'ADN a été fragmenté suite à l'entrée de ces cellules donc en apoptose. Donc, comme on a vu dans ces deux dias, l'apoptose s'accompagne par une fragmentation, une concentration, une fragmentation des molécules de l'ADN, ce qui est montré
bien évidemment ici par cette technique de Dapi. Voyons maintenant comment l'apoptose se déclenche. En effet, la découverte des familles de gènes de protéines impliquées dans le déroulement de l'apoptose et de sa régulation est venue de l'étude du développement d'un petit ver transparent appelé Caenorhabditis elegans, C. elegans. De manière schématique, le processus apoptotique peut être décomposé en 3 phases successives. Phase d'initiation, phase de décision et enfin phase de dégradation. Alors, pour la phase d'initiation. Alors, l'initiation est causée par donc divers agents qui peuvent être externes ou internes, comme par exemple les lésions d'ADN suite aux radiations aux UV ou par des radiations gamma génotoxiques, ou bien activation des récepteurs de mort, comme on va voir plus tard, puis par l'action des agents antitumoraux, c'est ce qui se passe dans les cellules cancéreuses lorsqu'on les attaque par des médicaments anticancéreux lors du traitement de la chimiothérapie. Perturbation du cycle cellulaire, dans certains cas, on a donc une perturbation du cycle cellulaire, il n'y a plus de contrôle, et cette perturbation peut être la cause du déclenchement de l'apoptose. Et enfin, la privation de facteurs de croissance. Alors, tous ces facteurs-là vont provoquer un changement au niveau de la cellule qui va donc pouvoir faire entrer cette cellule dans la phase de l'apoptose. En effet, là, intervient donc un groupe de familles très important dans l'apoptose, c'est la famille des BCL2. Alors, dans cette famille, on a des gènes qui sont pro et anti-apoptotiques. Et c'est le rapport, comme on va voir plus tard, c'est le rapport de ces gènes qui va décider si la cellule va entrer en apoptose ou pas. Alors ici, on a marqué le cytochrome C et la PAF, ce sont des molécules qui sont libérées par les mitochondries lorsque la décision est prise que la cellule va entrer en apoptose. Donc, lorsque la décision est prise, la cellule va entrer en apoptose et on va arriver à la phase de dégradation. Donc, lorsque la décision est prise, la cellule entre en apoptose et la cellule sera dégradée, les macromolécules seront dégradées. Donc, activation en cascade des caspases. Les caspases, en fait, ce sont les effecteurs de l'apoptose, comme on va voir pendant la séance prochaine, ce qui entraîne donc un clivage des protéines cellulaires et à la suite, on a, comme on a vu, une clairance, c'est-à-dire un nettoyage suite à la dégradation ou à la phagocytose donc des corps apoptotiques par les macrophages. Donc, modification des membranes, donc c'est ce qui se passe pendant l'apoptose, modification des membranes, réorganisation du cytosquelette, condensation de la chromatine, fragmentation de l'ADN, formation des corps apoptotiques, et puis apoptose qui est l'étape finale, c'est-à-dire la clairance, c'est-à-dire la phagocytose de ces corps apoptotiques et disparition de toute trace de la cellule, donc pas d'inflammation. Alors, cette diapositive, c'est une récapitulation de ce qu'on a vu tout à l'heure, des 3 phases. Donc, on a ici une phase d'induction, une phase d'initiation, phase de réception des signaux inducteurs de l'apoptose par la cellule. Deuxième phase, phase effectrice, donc intégration de ces signaux, franchissement du non ou non d'un point de non-retour, activation des caspases qui sont des protéines effectrices de l'apoptose, et enfin, troisième phase, phase de destruction, où on assiste à la dégradation cellulaire, élimination des corps apoptotiques
Et donc, ce point, ce trait rouge, marque le point de non-retour, c'est-à-dire il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Et lorsque la décision est prise, donc on arrive à cette phase-là, on a élimination donc, de la cellule et nettoyage de tous les fragments par les macrophages. Quelles sont les causes de l'apoptose? Alors, les principaux mécanismes mettant en route le mécanisme de la mort cellulaire ou de l'apoptose sont, on a au moins 6 mécanismes. On a le traitement des cellules par des substances cytotoxiques. Donc, c'est ce qui passe lorsque les cellules sont traitées par des médicaments de la chimiothérapie. Alors, ces médicaments entraînent des dégâts au niveau de l'ADN, ce qui entraîne donc l'apoptose de ces cellules. Atteinte de l'ADN par des radiations ionisantes. En effet, le rôle des radiations ionisantes qui sont utilisées par le rôle des radiations ionisantes utilisées par la radiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses, donc active en fait une protéine qu'on appelle la protéine P qui va donc enclencher le mécanisme de l'apoptose. Puis on a l'époxy. Donc l'époxy, c'est un facteur déclenchant de l'apoptose. Une infection par des virus. Alors, lorsque les cellules sont infectées, donc ça entraîne une sensibilisation de la cellule à l'apoptose, ce qui entraîne la disparition de cette cellule pour ne pas entraîner une multiplication de ces virus et l'envahissement des autres cellules. Donc, l'apoptose, en fait, intervient pour empêcher l'infection des autres cellules. Enfin, la transmission d'un signal de mort, comme on va voir plus tard, provenant de l'extérieur via des cellules, et ce signal est transmis par ce qu'on appelle les récepteurs RAS, des lymphocytes cytotoxiques, des cellules qu'on appelle les natural killers, et du facteur de nécrose qu'on appelle TNF1. On va voir ça la semaine prochaine. Et puis, finalement, la privation de facteurs de croissance. On a déjà dit que toute privation de la cellule au facteur de croissance déclencherait l'apoptose. Alors, l'apoptose résulte-t-elle d'un programme génétique actif? Alors, première observation qui a été faite pendant longtemps, c'est que la mort cellulaire par apoptose est très semblable d'un tissu à un autre, ainsi que d'une espèce à l'autre. Alors, on s'est demandé qu'il s'agissait probablement d'un phénomène qui est très conservé au cours de l'évolution. Donc, ce sont les premières observations qui ont été faites, d'où naissait l'hypothèse qui a été émise, donc l'apoptose, et qui consiste à dire que l'apoptose résulterait d'un programme génétique actif, présent dans toutes les cellules des différentes espèces et pouvant être activé ou réprimé par divers stimuli. Alors, donc, on a fait une observation, une hypothèse. Maintenant, il faut qu'on vienne la phase des expériences pour confirmer ces hypothèses. C'est au début des années 1990 et suite à des études génétiques réalisées, comme on a dit tout à l'heure, chez un petit vertébré Caenorhabditis elegans, qu'on a pu montrer que l'apoptose résulterait d'un programme génétique bien déterminé et bien régulé. Donc, l'animal qui a fait l'objet dans ces études s'appelle Caenorhabditis elegans. Voilà cet animal. C'est un nématode, c'est un ver qui mesure à peine 1,2 mm. On voit ici un schéma montrant les organes de cet animal. Donc, on voit ici, on a la face antérieure, la face supérieure.
Ici, on a le pharynx, les ovocytes, les intestins, les œufs, les gonades, les muscles, l'utérus. Donc, on a tous les organes nécessaires à un animal pour mener une vie normale. Cette photo-là nous montre donc toujours le même ver, c'est-à-dire le nématode. Comme on a dit, c'est un ver qui mesure donc 1 mm de long. Alors, c'est le premier animal chez qui on a déterminé le génome. Donc, son génome a été déterminé en 1999, donc premier génome animal complet. Il est constitué d'1 million de paires de bases et il est constitué entre 15 et 20 000 gènes. Donc, c'est un animal qui comporte, comme on a dit, les organes, pharynx, utérus, ovaire, oviduc, intestin, et même un comportement social avec uniquement 959 cellules. Cet animal, à l'âge adulte, ne comporte que 9059 cellules, alors que la larve contenait 1090 cellules. Donc, le passage de la larve à l'adulte s'accompagne par l'élimination de 131 cellules par apoptose. Donc, au niveau de la larve, on a 1090 cellules, alors que pour l'adulte, on a uniquement 959. Les 131 cellules sont mortes par apoptose. Et au cours de ces études, on a identifié 11 gènes régulateurs clés de l'apoptose. Ce sont des gènes qu'on appelait CET, c'est-à-dire Caenobactis elegans dit gène. Caenobactis, C, elegans, E, D, dit gène.